La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Fils de restaurateur, Michael Bartocchetti a grandi entre les pâtes maison et les heures en cuisine. Ce qui l'a fait pencher pour la pâtisserie, les odeurs, la matière, les douceurs. Des années plus tard, cette passion ne l'a pas quitté. Quelques techniques et beaucoup d'expérience à son actif, il a à cœur de proposer des desserts tout aussi surprenants que délicieux à la carte des 3 restaurants du Georges V à Paris. La star de ses assiettes, le produit. Mélilo, fraises, algues ou chocolat, le produit est toujours roi. Pour le sublimer, d'ailleurs, Michael a sa petite botte secrète. Ajoutez toujours un filet d'huile d'olive. De la tarte aux pommes, trognon inclus, au dessert à l'algue présenté à Alain Ducasse, dans cet épisode de Papilles, il nous confie plein de petites histoires pâtissières qui ont marqué sa carrière. Au menu de cet épisode, sa source d'inspiration principale, la magie de la pâtisserie et les sens qu'elle développe, mais aussi l'importance d'utiliser des produits français et locaux. Bonne écoute! Bonjour Michael. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Merci pour cette petite invitation à échanger ensemble. Merci à toi, ça me fait très plaisir. C'est la première fois que je viens au Georges V, c'est super joli. C'est un bel établissement. Ouais, c'est... J'ai toujours dit qu'il y avait une atmosphère assez unique. Ouais. Je trouve que ça, c'est pas la même chose que dans d'autres palaces. C'est différent. Ouais. C'est tout aussi bien, mais il y a Oui. une atmosphère différente, en tout cas qui me correspond bien en tout cas. Ouais, tu l'as vraiment ressenti aussi quand tu étais arrivé. Oui, même avant d'être là, je Ok. trouve que le Georges V dégage quelque chose d'un point de vue de la gastronomie, et je pense que c'est pas pour rien notamment et ça je fais pas de la pub, mais qu'on l'appelle le palace de la gastronomie, parce que il y a 3 restaurants étoilés, donc 3 offres très différentes finalement, et c'est un peu la force qu'on a ici. C'est ça qui t'avait plu? Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles t'avais voulu venir ici? En fait, moi, ce qui me... Alors, au-delà de l'atmosphère que dégageait le Georges V, déjà, il y a de ça de nombreuses années, il y a le terrain de jeu, en fait, que m'offre le Georges V pour m'exprimer. Et en l'occurrence, comme je le disais, il y a 3 restaurants étoilés avec 3 offres qui sont très différentes, avec des approches très différentes. Et on reviendra dessus en précision un peu plus tard. Et au-delà de ça, après, il y a ces 3 restaurants étoilés, et il y a encore d'autres offres comme l'offre de la galerie, où on va proposer des choses un peu plus classiques, etc., que ce soit sur la pâtisserie ou la cuisine française. Et notamment le tea time, le petit déjeuner, chose qui me manquait par exemple au Shangri-La, cet aspect petit déjeuner, parce qu'on n'était pas forcément équipé, mais voilà, ici il y a un terrain de jeu qui est assez unique, et surtout on nous donne les moyens pour arriver à concrétiser en tout cas les différents projets, s'ils tiennent la route bien évidemment. Donc ça c'est quand même très appréciable pour nous les chefs. Oui, c'est sûr. Parce que j'ai envie de dire, on n'a presque pas de limite, quoi. Donc c'est assez extraordinaire. Effectivement, on va y revenir sur tout ça, mais avant, je voulais parler un petit peu de ton parcours au prisme des saveurs. Donc déjà, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit? Un dessert qui t'aurait marqué dans ton enfance? Alors moi, je suis fils de restaurateur. Mon père est en cuisine, ma mère en salle, on avait un restaurant familiaux. Et au-delà de ça, j'avais mes 2 grands-mères. Il m'en reste plus qu'une aujourd'hui, mais bon, c'est la vie. Et notamment une qui est d'origine italienne, et l'autre française de pure souche. Et j'avais cette chance en fait, que j'aille chez l'une ou chez l'autre en fait.
je grandissais dans un univers de gastronomie déjà Ouais. très marqué. Alors moi, je trouvais que c'était une normalité, mais j'ai mangé des pâtes faites à la main toute ma jeunesse, en fait. Ouais. Et ça... Ça n'a pas de prix. Ça, je peux vous dire que... voilà, les pâtes, Ouais. pardon pour Barilla, mais c'est très bon, mais voilà, et ça, c'est... Voilà, ça m'a déjà force... Enfin, ça m'a déjà, comment dire, armé, je pense, pour la suite. Le fait de toujours voir le temps qu'on prenait à faire à manger et l'importance de prendre ce temps pour faire à manger. Et de l'autre côté, j'avais ma grand-mère qui avait un jardin extraordinaire où on mangeait absolument que les légumes du jardin, il y avait, je me rappelle, il y avait quatre grands espaces où il y avait que des légumes, et derrière il y avait les arbres fruitiers, les framboises, les poiriers, les noyers, les cerisiers. C'était assez extraordinaire, parce que quand on se lâche un gamin dans la nature, il va piocher ses framboises, il mange. Et ça, c'est assez rare, je trouve. Ouais. Donc moi j'ai ce souvenir-là. Et au-delà de ça, si on peut parler du dessert qui me marque, donc voilà, pour dire que j'ai mangé des produits frais et j'ai eu cette chance-là. Ma grand-mère, donc qui avait plutôt les côtés jardin, faisait souvent des tartes, très très simplement. Et je me rappelle que en fait, c'est des tartes de grand-mère, quoi. Souvent, c'était la tarte aux pommes et trognon de pommes, tu vois. Donc, c'était assez. Ça m'a pas marqué tant que ça, tu vois. J'ai pas une saveur sucrée qui m'a forgé pour ce métier. Oui, t'aurais pas Ça arrivait spécialement un peu envie plus de la tard. refaire, quoi. Non, Enfin, je me suis ouais. dit, il y a de l'amélioration, ça peut être pas mal. Et après, quand j'ai commencé le métier, j'ai exercé chez cette grand-mère-là et mon grand-père, paix à son âme, qui était que j'embêtais tout le temps, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens de moule en silicone, tout ça, donc je l'embêtais tout le temps avec parce qu'il était très, très sur très manuel. Et j'adorais le missionner, et il adorait ça. Lui était à la retraite, donc forcément le missionner, l'isomale qui coulait sur ses mains, plein de trucs que j'ai testé avec lui. Non, mais des trucs assez. Et voilà, donc j'ai eu ce support familial qui a été une vraie force pour moi, pour me forger le caractère et comprendre l'importance du métier. Mon père m'a dit une phrase quand j'ai voulu commencer le métier. Je m'égare un peu, donc il faudra vraiment faire du montage. Mais mon père m'a dit une phrase que je sors assez souvent, parce que ça reflète bien un peu cette pression un peu que je me suis mise moi-même, en fait, hein, où il m'a dit, à l'issue de mon parcours scolaire initial jusqu'en 3e, après l'obtention de mon brevet des collèges, c'est important, m'a dit: attention fils, c'est pas un métier de feignant. Quand je lui ai dit je veux être pâtissier, ça voulait tout dire. Je comprenais parfaitement ce qu'il voulait dire par là. Connaissant mon parcours scolaire, je me suis dit bon, faut pas le décevoir. Déjà c'est chouette, parce que je trouve que ça va quand même à l'encontre aussi de ce que plein de gens pensent. Enfin, je veux dire, il y a quand même dans le système scolaire, etc., c'est pas forcément les métiers qui sont les plus mis en avant. Et le fait qu'on te dise directement... en tout cas, à mon époque, c'est ça, et ça, c'est super. Au contraire, c'était il va être pâtissier. C'est ça. Tu veux finir comme lui. Je crois que Michalak avait fait une émission à l'époque qui s'appelait, je sais plus, La Revanche des pâtissiers. Bon, le terme n'est pas forcément le plus adapté, mais je me souviens de ça, où il avait un peu cette rage, et il avait sorti une anecdote qui disait justement que la mère d'un de ses copains d'école à l'époque avait dit: tu veux finir comme Michalak, pâtissier, voilà. Donc je pense que ça veut tout dire. Moi, je suis pas mécontent d'avoir choisi ce métier, et je m'éclate encore beaucoup. Donc Et du coup, puisque c'était plutôt un univers salé, quand est-ce que toi, t'as décidé de devenir plutôt pâtissier, de t'orienter plutôt vers le sucré ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Je sais pas quel a été le déclic exactement, mais mon père faisait de la cuisine, ma mère était en salle. Ma sœur, à cette époque-là, je dis bien à cette époque-là, s'orientait vers la vente de vin. Je sais plus, elle était en Thaïlande là-bas, je sais plus ce qu'elle faisait, ramener des vins de Saint-Émilion. Enfin, ça s'est arrêté après d'ailleurs. Mais j'ai toujours aimé la cuisine, mais j'ai peut-être préféré, je sais pas, les parfums, les odeurs, parce que j'ai commencé mon apprentissage chez Philippe Fischer, qui était un ami de la famille, donc c'est mon père qui m'a envoyé là-bas. Et ouais, c'est peut-être ces odeurs là quand on y allait, ces odeurs qui sentaient, des odeurs simples, hein, de croissants qui cuisent, des petites tartes aux fruits,
c'est des choses simples finalement qui m'ont attiré, je pense, inconsciemment vers ce métier. Mais ça a été assez radical, hein, parce que du jour au lendemain, en fait, j'ai dit à mon père, à l'issue de mon brevet du collège, je lui ai dit, écoute, je veux être pâtissier. Même lui est tombé des nues, et d'où sa phrase, attention, Coco, je te connais quand même. Donc, et même cet univers, quand on allait chez Philippe, justement, en tant qu'ami, hein, donc moi j'étais encore gamin, de le voir exercer dans ce laboratoire, je sais pas, j'aimais bien cette ambiance, j'aimais bien ces odeurs, j'aimais bien la matière. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, écoute, de toute façon, on va choisir un jour quelque chose. Donc j'ai choisi ça, sachant que je serais bien entouré, bien évidemment, parce que mon père serait derrière. Et je pense que je ne regrette absolument pas et que j'ai rassuré mon père sur ses inquiétudes, j'espère en tout cas. Oui, je pense que... C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi ? Ça va être des desserts très simples. On va partir sur des tartes tatin, un petit clafoutis, une assiette de fraises au sucre avec, je devrais pas le dire, mais une belle cuillère de crème crue dessus. Voilà, un petit granité s'il fait chaud. Voilà, des choses simples, des sorbets, vraiment des choses qui vont rassembler et qui vont parler aux gens, qui ont un écho en tout cas dans la tête des gens, où on sait très bien que le dessert préféré de ma femme, si je peux dire, c'est par exemple la pavlova. Voilà, ça s'y prête très bien. La pavlova, le fraisier, là actuellement. Hein. Oui, c'est clair. Je suis pas très tarte. Par exemple, les tartes pour moi c'est les meilleurs desserts du monde, parce que y a tellement de possibilités et on a absolument un équilibre parfait quand c'est bien fait, bien évidemment, avec la finesse de la pâte bien croustillante, ce petit côté crème d'amande, ce côté fruit un peu confit avec la marmelade. Et moi j'aime bien mettre de la crème crue, parce que je trouve que j'aime bien l'acidité de la crème crue. On n'est pas là pour faire régime, hein. On va pas se le cacher. Surtout la pâtisserie, oui. La pâtisserie, c'est pas fait pour ça. C'est bon pour le moral, point barre. Hein. Ça s'arrête là. Non, on est d'accord, oui. Non, mais voilà, ça va être vraiment des desserts très simples où on va pouvoir rassembler tout le monde autour de la table, parce que ça va avoir un écho, ça va faire écho à une référence dans la tête des gens qui vont déclencher l'envie d'y aller. Et voilà, donc c'est finalement un peu soit des restes de frigo, voilà, on fait une petite salade, on fait un petit... Mais voilà, c'est vraiment des choses très simples. Et je pense que la tarte, pour moi, c'est ce qui parle le mieux. J'essaie de convaincre ma fille de 8 ans de manger des tartes, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Elle mange que les fruits déjà, donc c'est bien. Elle mange que les fruits dessus, donc il ne reste plus que la pâte. Oui, du coup, c'est... Mais voilà, clairement, c'est des desserts très simples qui sont assez, qui font un peu écho à la pâtisserie de bistrot, clairement. On y reviendra après sur le bistrot, parce que je suis passé par le Benoît chez Ducasse, et ça a été très enrichissant d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque le Georges V ? Il y a tellement de possibilités ici. Une saveur qui m'évoque le Georges V. Oui, si tu penses, tu vois, directement quand tu penses au Georges V, c'est le truc qui te vient en tête. Il n'y a pas spécifiquement de saveur, parce qu'encore une fois, ce que je trouve qui est hyper enrichissant ici, c'est cette palette de choses. Voilà, l'approche que je vais avoir sur un restaurant comme le Georges, je vais pas aller sur de la crème crue comme je parlais tout à l'heure, mais je vais aller plutôt sur ou du beurre par exemple pour cuisiner un dessert. Je vais plus aller sur l'huile d'olive parce que ça s'y prête bien, et je vais sélectionner une huile d'olive sicilienne. Moi j'aime bien les huiles d'olive qui sont vertes, contrairement au cuisinier qui soient plus rondes, plus fruitées, parce que moi je trouve que ça révèle bien les saveurs. Ça marche très bien avec les agrumes, avec tous les fruits rouges. L'huile d'olive, j'en mets absolument partout. C'est un produit qui m'accompagne. C'est bizarre pour un pâtissier peut-être de dire ça, mais c'est un produit qui m'accompagne sur absolument. Je pense, j'ai toujours cette réflexion de me dire, tiens, l'huile d'olive, viens perler le petit jus à l'huile d'olive, viens. Voilà, voilà. Il y a Christophe Sainte-Anne avec qui j'ai travaillé à l'époque, qui lui me disait, faut toujours avoir. À l'époque. Hein, il disait, faut toujours avoir une cardamome noire dans sa poche pour râper au dernier moment sur le plat. C'est ce petit côté un peu fumé qui va révéler les choses. Moi j'ai envie de dire c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, je me rends compte que j'en mets absolument partout. Donc est-ce que ça fait écho au Georges V ? Je pense pas. Oui, c'est ta touche à toi, quoi. Ouais, clairement. Clairement. Et quand j'y pense, moi j'en mets absolument partout. D'ailleurs, mes équipes se moquent assez souvent de moi là-dessus, en me disant, quand ils me font goûter un dessert, bien chef, j'ai oublié l'huile d'olive.
genre pour me, voilà. Mais c'est un produit que, ouais, si je pouvais l'avoir dans la poche constamment et venir perler au dernier moment un petit filet d'huile d'olive, mais de qualité. Hein. Oui, bah évidemment. C'était quoi d'ailleurs les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? Alors la création, la toute première création ou la toute première création dont je suis fier un minimum, parce que c'est pas la même. Bah tu peux nous dire les deux, comme ça. Alors j'étais en CAP, je commençais à peine le métier, mais j'étais assez, comment dire, je pétillais d'idées, je partais un peu dans tous les sens, comme tous les jeunes au début, je pense. On a besoin de l'expérience pour se canaliser et savoir ce qui nous correspond, mais je pense que c'était pour les 40 ans du mariage de mes grands-parents ou je ne sais plus quel événement d'ailleurs. Et je me souviens, alors il y avait un entremets qui est autour des mirabelles, parce que pour la Lorraine, clairement. Et je me rappelle même que j'avais même pas utilisé des mirabelles fraîches, j'avais utilisé des mirabelles en boîte. J'apprenais le métier. Hein. Je me rappelle des mauvaises mirabelles en boîte. Et j'avais fait une espèce d'entremet comme ça où j'avais coulé une espèce de plaque en sucre avec la tête de mes grands-parents. J'avais mis des pétales de rose pour décorer le gâteau au dernier moment. Je ne sais même pas si c'était comestible ou traité ces pétales de rose. On n'est pas tombé malade, tout va bien. Donc voilà, ça c'est donc clairement ça fait écho à mes origines lorraines le second entremets pour cet événement dont je me souviens plus, je crois que c'était un entremets autour du miel de lavande et infusion de fleurs de lavande et fraises des bois. Voilà, donc j'avais d'un côté ce côté un peu peut-être méditerranéen avec les côtés un peu lavande, les fraises des bois, tout ça, et le côté lorrain, c'est un peu mes origines italiennes qui se colmatent avec mes origines lorraines. Je sais pas si ça fait pour ménage, mais voilà, il y a ces deux entremets qui me reviennent en tête où j'ai l'impression que c'est les toutes premières créations que j'avais faites à l'époque. Et finalement, je me suis, en réfléchissant avec le temps, alors c'était certainement pas les bons choix de produits, etc. Mais ça fait relativement écho à ce qui me correspond toujours aujourd'hui. Mais cette fois avec des mirabelles fraîches. Cette fois, je sais où les acheter. Je sais où, voilà. Il n'y avait pas d'huile d'olive, non. Non, parce qu'on était à une autre époque aussi. On n'avait pas cette facilité à pouvoir avoir une palette de produits assez extraordinaire. C'était beaucoup plus dur en termes de logistique, je pense, pour se fournir. Et il y avait une autre réalité qui était celle d'une entreprise qui devait être rentable et gagner de l'argent, chose que je ne comprenais pas forcément à l'époque. Mais que je comprends aujourd'hui où il faut choisir ses batailles et il faut mener les batailles qu'on peut mener. Voilà. Et ça n'enlève en rien la qualité finale pour moi. Tout est une question encore une fois, de justesse d'assaisonnement, de température de service. Tous les détails sont importants. Mais ça, on le comprend, je pense, avec le temps. À l'époque, oui, c'est ça. On essayait de faire de la technique qu'on maîtrisait pas, puis on voyait ce que ça donnait, puis on était fiers de nous. Puis les parents sont toujours fiers, même si on rate. Donc, Oui, puis ça devait pas non plus être tant raté que ça, quoi. Non, j'ai pas un mauvais souvenir en tout cas du truc, mais ouais, je repartirai pas sur exactement la même construction. Et justement, c'est quoi les saveurs de ta toute dernière création? Pour voir un petit peu comment est-ce que c'est... Alors, je vais partir un petit peu en arrière pour revenir justement au Georges V ensuite, mais en fait, quand j'étais au Plaza à l'époque, je suis resté 6 ans au Plaza, ce qui a été très enrichissant pour moi, puisque j'ai croisé 3 chefs de cuisine, qui étaient Christophe Moret dans un premier temps, où voilà, on exerçait une cuisine et une pâtisserie de 3 étoiles, entre guillemets, où c'était une époque où on coupait encore les carottes et les trucs en triangle, enfin, on parait parfaitement les filets de volaille, toutes ces chutes là. Et pour moi, ça c'est un peu de l'histoire ancienne, mais j'ai connu cette période-là. Qui a été très enrichissante. Ça a été un peu pas les bases de la gastronomie pour moi, mais presque. Et ensuite Christophe Saint-Agne, où on a eu cette radicalité à se dire on veut que les essentiels. C'était d'ailleurs le concept un peu l'approche en tout cas qui avait été choisi, le terme qui avait été choisi par Alain Ducasse, où on ne voulait que les essentiels dans l'assiette, plus de décoration, de trucs, de machin. Ce qui est assez radical pour un pâtissier qui aime bien un peu ce côté esthétique, allier le côté esthétique et le goût.
Et ça, pareil, ça m'a bousculé un peu et pareil, ça a été hyper enrichissant. Suite à ça, le Plaza ferme pour travaux, je crois à l'époque, 9 mois. Et pendant ces 9 mois, pardon, on est amené à préparer la réouverture du Plaza avec un concept encore différent, peut-être encore plus radical que les essentiels, qui était la naturalité, qui allait être orchestré en cuisine par Romain Médère, qui venait de Doha. Où je me souviens au début, j'adore Romain, je trouve qu'il a du génie dans ce domaine et il a trouvé la cuisine qui lui correspond. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en communication, c'était pas facile, je pense, pour lui. Et ça a clashé 2-3 fois au début, jusqu'à ce qu'enfin on arrive à travailler de concert ensemble. Mais je me rappelle, on faisait les essais au Plaza. Et en fait, il y avait au Meurice, pardon. On était dépêché au Meurice pour faire les essais de la réouverture du Plaza. Et je me souviens en fait qu'il y avait un cuisinier japonais qui exerçait aussi là, mais qui était là justement pour accompagner la cuisine sur le domaine de la naturalité, puisque on essayait de s'imprégner de différentes cuisines, donc notamment asiatiques, Amérique du Sud, voilà, tout était bon à prendre pour essayer, pour bousculer un peu ce que nous on avait appris. On voulait découvrir de nouvelles choses et de nouvelles façons de travailler. Uniquement axé sur le végétal, en l'occurrence les légumes, les fruits, les céréales. On a gardé quand même les protéines animales, mais juste pour le poisson. Plus de viande à la carte. Donc moi, ça change rien pour moi. Excepté que jusqu'à ce que je fasse le premier testing avec Alain Ducasse, où là, il me dit, écoute, t'as rien compris. On prépare les essais, donc premier testing avec Ducasse sur le thème de la naturalité. Je me plante complètement, je comprends rien, je fais encore des trucs trop compliqués. J'étais jeune et je bouillonnais d'idées bêtes et idiotes, même si on en reviendra dessus après, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaises idées, il y a juste des idées qui sont soit adaptées ou non. Et donc premier testing, je me plante mais radicalement. De là, je dis à Romain, écoute, moi j'ai besoin de quelqu'un avec moi pour travailler. Je peux pas faire les essais, réfléchir, refaire la MEP tout seul. Enfin, ça me prend trop de temps et j'ai pas envie de me planter sur le deuxième testing avec Alain Ducasse. Donc ok, on fait revenir mon adjoint à l'époque, Jonathan Chapuis, qui aujourd'hui est à Megève chef au Four Seasons. Et déjà voilà, c'est un point. J'ai un support avec moi parce que je le redis, Romain n'était pas le meilleur communicant encore à ce moment-là, avec moi. Et donc deuxième testing, et là je me dis écoute, on est sur un restaurant qui s'axe sur le végétal, céréales et notamment les produits de la mer, qui fait écho un peu à l'orangerie ici. Et je décide de me dire écoute, on va tester un truc et on va travailler sur des saveurs un peu iodées, etc. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu rentré dans les mœurs parce que tout le monde s'y est prêté, hein, je pense que il y a beaucoup qui se sont axés là-dessus, mais à l'époque c'était un peu l'aventure, on savait pas où on partait et puis c'était des produits qu'on n'avait pas l'habitude de traiter. Donc je commande des différentes algues, des laitues de mer, du nori, plein de choses de différentes qualités d'ailleurs, parce que je savais pas où les commander. Et puis rien ne me plaît, tout est poisseux, un peu salin, c'est pas très intéressant pour les desserts. Et un jour, je vois ce cuisinier japonais, donc je reviens là-dessus, qui avait une grande valise dans un coin, dans un bureau, et il l'ouvre un jour et j'étais à côté de lui, bref. Et lui, pareil, il est un peu caché ce qu'il avait dans cette valise là. Et il ouvre cette valise, moi j'aperçois un espèce de grand truc comme ça, je me dis tiens qu'est-ce que c'est, j'attends qu'il aille faire un tour, il va faire un tour, et oui c'est pas bien, j'ai été fouiné dans sa valoche, et j'ai ressorti ce grand machin là, et en fait il s'avère que c'était une variété d'algues qui était énorme. Et c'était une variété d'algues qui s'appelait Makumbu à l'époque, et que je ne connaissais pas, qu'il avait ramené du Japon. Donc une qualité qu'on trouvait pas, puisque de la kombu, il y en a qui poussent en Bretagne, mais peut-être qu'on la laisse pas suffire. Enfin, en tout cas, à l'époque, je n'avais pas trouvé cette qualité. Et putain, je casse un bout, je me barre, je retourne en pâtisserie, et là je dis à Jonathan, allez, on y va, je vais faire un truc, réhydrate-moi ça, on essaye, on la traite très simplement, de l'eau, du sucre, un peu du citron, on la confie tranquillement, ça fait un petit diamant noir, puisqu'on la taille comme ça. Voilà, donc c'est très joli déjà esthétiquement.
Et en termes gustatifs, on a ce côté iodé sans aller sur une caramélisation, puisqu'on est resté sur un confisage. Donc, il y a un équilibre avec le jus de citron qui se passe, plus le côté iodé. Et en fait, finalement, de l'avoir traité très simplement comme ça, il se passe quelque chose d'intéressant. Donc on construit un dessert autour de ça avec le citron, l'algue, et je crois que j'avais travaillé de l'estragon et des amandes fraîches avec. Ok. Je fais goûter, le jour du tasting, j'avais d'autres trucs à côté, hein, mais c'est ce dessert en fait sur lequel je vais rebondir. Où on fait le testing, donc il y avait Dan Hanché dans le bureau, c'était dans la salle IKEM du Meurice d'ailleurs, donc il y avait Dan Hanché, il y avait Alain Ducasse, donc le testing un peu sous pression quand même. Il y a peut-être une troisième personne, mais je ne me souviens plus. Et en gros, mon tour vient, j'arrive avec ce dessert autour de mes petites meringues, citron, algues, estragon, amandes fraîches. Je le sers je leur sers et là Ducasse il commence à râler déjà. Je dis Ducasse, je devrais dire Monsieur Ducasse ou le chef, bref. Il commence à râler, ouais, putain, les pâtissiers, vous m'emmerdez, vous faites toujours des trucs jolis, nanana. Et à côté, Dan Hanché qui parlait pas, lui, il goûte et il mange et il dit non, chef, goûtez, il se passe un truc, c'est intéressant, goûtez. Il râle. Et là, il goûte et il me dit là, on a quelque chose. Je dis oh putain, là, je le tiens, je vais pas le lâcher. Et parce que Ducasse avait une vision qui était déjà très précurseur à l'époque, où il avait déjà cette approche où aujourd'hui la cuisine qu'il proposait à l'époque de la naturalité, des essentiels, etc. C'est un peu déjà la cuisine qu'aujourd'hui on fait finalement. Aujourd'hui, une carotte, on va la mettre entière, on va juste choisir une belle carotte des sables, on arrête de perdre du temps à tailler un légume qu'on reconnaît pas, dans l'assiette. Donc voilà, il était déjà précurseur un peu de cette approche-là. Bon bref, on tient le truc, et là il me dit ok, là t'as compris, juste tu m'enlèves ça. Je suis oh, putain, il me reste plus grand-chose. Hein. Donc je reconstruis le dessert très simplement, et il me dit je veux plus de quenelle. Et là je me dis waouh, c'est beaucoup quand même pour un truc qui allait à peu près bien au début. Donc en gros, ce qu'il fallait que je retienne, c'est je garde les saveurs, mais esthétiquement je fais quelque chose de plus radical, où il y a moins de, pardon de l'expression, mais de branlette de pâtissier, excusez-moi. Je construis le dessert différemment, je vire la meringue, donc le sucre en l'occurrence, qui n'avait rien à faire dans ce dessert, il avait raison. Je fais un petit pistou d'estragon, je mets des amandes fraîches, je mélange mon petit condiment de citron avec mes algues confites, et pour la quenelle, là on était déjà revenu au Plaza, même s'il n'était pas ouvert, et je traîne dans l'office des serveurs qui avaient plein de... On était encore testing de vaisselle et je trouve une espèce de cuillère, une cuillère japonaise très jolie que j'ai encore gardée, qui était tapée comme ça, vraiment un travail d'orfèvre. Et bien, je la prends pareil. Oui, on va dire que je suis un voleur, mais c'est pour la bonne cause. Je la prends et là je me dis tiens, je me rappelle d'un truc, alors pardon pour la référence, mais c'est Carte d'Or, où je me rappelle d'un sorbet fraise avec la cuillère à glace là, qui fait comme ça dans la publicité quand j'étais gamin. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais voilà, je me souviens de ça et je me dis tiens, on va faire un espèce de rouleau joli comme ça. Et c'est là que le rouleau finalement est né. Et Ducasse il m'a dit ok, on a la quenelle, on a le dessert, c'est bon, t'as tout compris. Et je me dis ouais pardon, je limite, mais je devrais pas. Et voilà. Et finalement, ce dessert est resté à la carte. Du restaurant de la naturalité tout le long, même quand j'étais parti finalement. Jessica, je pense qu'on a voulu pour ça. Mais voilà, il est resté parce que c'est resté le dessert signature du restaurant pendant toutes les années où la naturalité est restée au Plaza. Et en l'occurrence, lorsque j'arrive ici, en fait, ce que je comprends, moi, c'est que là-bas, on a le restaurant L'Orangerie qui est sur la même approche. Alors pas axé sur les céréales à part entière, même si on en utilise beaucoup. Sans le dire, mais on est axé sur une cuisine de la mer, végétale, et voilà, ça résumait tout. Donc je me dis attends, pour moi, ce qui serait d'une logique imparable, c'est de repartir sur les mêmes saveurs, mais par contre on va y amener par contre le côté esthétique du pâtissier par contre ce coup-ci. Que tu n'avais pas envie de lâcher. Okay. Et puis c'était à mon arrivée en octobre-novembre 2019. Et encore aujourd'hui, c'est encore le dessert signature. Donc voilà, s'il y a un dessert qui m'a accompagné pendant ma carrière,
un accord de saveur plus qu'un dessert à part entière, puisqu'il a évolué dans le temps, ce serait celui-là. Est-ce que tu l'as retravaillé dernièrement, je sais pas, genre... Non, je l'ai laissé tel qu'on l'a conçu et tel qu'on l'a conçu et pensé, vraiment ici. Il est resté dans ce jus-là, pas dans le jus du Plaza. Et voilà. Il y a que quand je me lasse un peu de ce dessert, de le voir trop souvent, que je me dis tiens, on l'enlève, on va faire autre chose. Et la saison estivale, printanière estivale s'y prête très bien en fait. Donc voilà, c'est plus un dessert que je vais mettre peut-être plus en hiver, voilà, puisqu'on est sur le citron, etc. Et que je travaille avec plusieurs personnes qui ont l'amour des agrumes comme moi et qui font un travail extraordinaire sur les agrumes. Donc je préfère travailler avec ces produits-là plutôt que de le garder en été quand il n'y a plus d'agrumes en France. Oui, voilà. C'est clair. Je parle beaucoup. Oui, hydrate-toi un petit peu. Si on revient justement sur le fait qu'il y a plusieurs restaurants, plusieurs façons de créer, plusieurs types de desserts, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'inspire dans tes créations? Parce que j'imagine que chaque création pour chaque type de restaurant, chaque type de dessert nourrit un petit peu toutes les autres, etc. Enfin, j'imagine qu'il y a des choses où tu te dis tiens, ça m'inspire mais je peux pas le faire ici parce que c'est pas les codes, mais du coup je prends quand même ce petit élément. Enfin, comment ça se passe du coup de créer pour autant de... En fait, je pense qu'avec... Alors déjà je ne crée pas seul. Oui. Ça, on va tout de suite le dire. Ça, c'est une certitude. Je ne crée pas seul. Je suis entouré de mes sous-chefs qui aujourd'hui, moi, je me nourris clairement de leur avis. C'est-à-dire que lorsque j'ai une idée ou quoi que ce soit, ou lorsque je les lance sur un sujet, j'ai besoin qu'ils me nourrissent aussi de leur approche, donc je leur en dis pas trop et après je les accompagne et c'est là qu'on va régler les choses, préciser les choses, etc. Mais après sur comment créer, comment avoir une réelle différence entre ce qu'on va proposer par exemple au Georges et ce qu'on va proposer à l'Orangerie. Le 5 c'est différent parce qu'il y a quand même la casquette Christian Lesquer où c'est toujours pareil. On a un grand chef qui a quelque chose en tête et à nous d'essayer de lire ce qu'il a dans la tête pour lui proposer des choses qu'il attend pas forcément. Mais ça se fait assez naturellement pour la simple et bonne raison qu'il y a l'expérience derrière et comme je le dis il y a des produits qui me sont avec lesquels j'ai beaucoup d'affinités que j'aime travailler et oui, comme je le disais, en fait, le choix des produits. Moi, je travaille beaucoup avec la saison, parce qu'on va parler des saisons, on va pas parler de chocolat, de caramel, de vanille, etc. Parce que bon, ça c'est intemporel, hein, mais on va travailler sur les saisons. Et aujourd'hui, la force qu'on a aussi, c'est qu'on a su identifier les personnes avec qui on a envie de travailler. Donc tous les producteurs qui, je le redis, font un travail extraordinaire, sans lesquels on pourrait pas forcément proposer la qualité qu'on propose. Mais voilà, je sais où acheter ma rhubarbe, je sais où acheter mes fraises au printemps, je sais où je vais acheter mes fraises en été, je sais où je prends mes agrumes, je sais où je vais prendre mes framboises, mes cerises, voilà, mes pêches, mes abricots. Et voilà, je parle pas d'une boîte ou d'un distributeur, je parle de vraies personnes qui sont dans leur champ et qui tous les jours mettent leur passion à notre service, entre guillemets, quoi. Et avec l'expérience, ça se fait assez naturellement. Pourquoi je vais préférer aller sur une huile d'olive ou si je vais travailler une crème, je vais me rapprocher d'une crème avec des produits laitiers italiens. Par conséquent, ça va être un mascarpone où on va, et je ne parle pas de la marque qu'on connaît tous, hein, je parle d'un vrai mascarpone fermier, qui est complètement différent de ce qu'on peut se faire comme idée. Et c'est tout ce sourcing en fait de produits qui a un bagage énorme aujourd'hui, où les jeunes souvent ne se rendent pas compte en fait, puisqu'on leur donne tout aujourd'hui, et ils se rendent pas compte en fait de tout, de toutes ces années de recherche, même sur la technique, où finalement avec l'expérience, je dis ça se fait très naturellement le différent choix des produits, comment on va traiter tel ou tel produit pour ce restaurant-là plutôt que celui-ci. Et à titre d'exemple, alors je vais prendre une pêche, mais
La dernière fois, j'ai demandé à mes sous-chefs en fait d'essayer une approche un peu différente. Hein. Ça se trouve c'est bête et idiot et ça ne fonctionne pas, mais il dit voilà, tu prends une pêche, et là on va parler de l'orangerie puisqu'on est sur le végétal, pour vous expliquer un peu l'approche et comment on va réfléchir. J'ai dit voilà, j'aimerais bien que tu me fasses fais-moi un lait d'amande, donc un lait d'amande maison, donc avec des amandes émondées pour avoir le côté blanc et juste le côté parfumé des amandes, donc de l'eau et des amandes, pas tout le reste qu'ils mettent dans les trucs qu'on achète là. Et j'ai dit voilà, plutôt que de mettre des amandes et de ramener du gras, tu vas utiliser pour me faire ce lait d'amande, tu vas m'utiliser des feuilles de pêcher par exemple. Feuilles de pêcher qui on le sait peut-être pas, mais ont un fort goût d'amande en soi quand on les fait infuser. D'ailleurs, hein, c'est une technique de grand-mère, préciser. Ouais. Et donc, j'ai dit écoute, tu m'infuses ces feuilles dans ton lait d'amande pour accentuer le côté amande. Puis il y a une certaine logique pour moi à aller vers ça, et tu vas me prendre ta pêche et tu vas me la pocher dans ce lait végétal finalement. Et on va juste voir ce qui se passe. On l'a pas fait encore, mais voilà le type d'approche par exemple sur pourquoi sur ce restaurant-là j'ai décidé de plutôt que d'utiliser voilà, tel ou tel produit, je vais avoir cette approche à me dire ok, je vais regarder l'ensemble du péché, de l'arbre, de la terre et tout ça, et je vais me dire tiens, qu'est-ce qui peut faire un plus, amener un plus dans le dessert qui soit différent d'une approche qu'on aurait là-bas, puisque là-bas on va plus travailler vraiment sur l'amande, etc., le mandorlato, le nougat italien, voilà. Là on va avoir cette approche là, donc je vais prendre les feuilles qui ont ce goût d'amande et que les gens ne connaissent pas forcément, qui est finalement très simple, et voilà, et on va travailler de cette façon là, et comme je le disais après c'est les échanges, l'expérience, les différents essais où je dis souvent de toute façon au départ c'est un entonnoir, donc c'est très large, et après ça se resserre à force et jusqu'à trouver l'équilibre en tout cas qui nous correspond, parce que parfait n'existe pas, chacun est différent, mais voilà, et ça rejoint le même travail que sur les algues tout à l'heure. Je ne vais pas travailler un dessert autour des algues au Georges par exemple, et je sais Christian Lesquer aimerait bien voir ce dessert que j'ai mis à l'orangerie au 5, mais je trouve qu'il a plus sa place à l'orangerie par exemple, puisqu'il est breton, donc bon, ok, ça s'y prête bien, on réfléchit un peu. Mais voilà, en fait, il n'y a pas vraiment de code. Tout m'inspire, absolument tout m'inspire, que ce soit l'art, que ce soit les échanges avec les gens, que ce soit de me balader dans la rue et de croiser un figuier. Tout m'inspire. Il n'y a pas de domaine dans lequel je vais plonger pour réfléchir. Mais tu pars toujours des produits. Je pars des produits. Ton inspiration principale, c'est le produit. Pour moi, il y a une star dans l'assiette, c'est le produit qu'on a identifié comme étant pour moi le meilleur sur le marché. Encore une fois, ça nous correspond. Je parle des fraises actuellement si on veut. Les fraises, je les prends chez Séverine Bourgeot, qui est en Seine-et-Marne, donc, proche. On n'a pas besoin d'aller dans le sud. Et je peux vous garantir que quand je fais goûter ces fraises-là aux nouveaux arrivants, et ça c'est toute ma carrière que ça a été, depuis que je travaille avec, les gens ne reviennent pas. En fait, ils savent pas ce que c'est une fraise, en fait, parce que clairement c'est des bonbons le truc. J'ai même dû baisser les recettes, le sucre dans les recettes, parce que les fraises avaient une sucrosité qui était beaucoup plus importante qu'avant que je travaillais avec finalement. Donc c'est à nous de nous adapter au produit et pas l'inverse. Ensuite, on va essayer de l'accompagner avec une certaine logique. Donc, on parlait tout à l'heure sur la pêche. Avec du coup l'ambiance du lieu pour lequel voir le terroir, alors c'est pas catégorique à chaque fois, mais en tout cas, on a toujours cette démarche à se dire voilà, qu'est-ce qu'on a déjà autour. Ça c'est important. Je pense qu'on a en France, on a un terroir qui est un des plus riches. On n'a rien à envier aux autres, excepté aux Italiens éventuellement. Mais ça me va bien ça, parce que moi je suis à moitié italien, donc c'est bon. Mais on n'a rien à envier, on a un terroir extraordinaire, on a tout en France.
Et un jour, ça me fait revenir sur une anecdote pareil, d'Alain Ducasse qui dit on faisait des fruits coupés, mais des fruits parfaitement sélectionnés. Et c'est là où je pense d'où ça vient, ce côté. Voilà, c'est ça qui est important, c'est avec qui tu vas travailler. Je me rappelle, j'avais fait de la mangue coupée en fin de repas pendant la période un peu creuse qu'on a en fin d'hiver. Et avant le début du printemps où finalement on n'a pas encore les fraises, on n'a pas encore la rhubarbe et les agrumes c'est fini, donc qu'est-ce qu'on fait Et donc j'avais fait une mangue et là je lui ramène, il me dit putain mais qu'est-ce que t'as pas compris toi? Non, mais tu m'as mis de la mangue, t'as fait 20 000 bornes, t'as fait 20 000 bornes pour me mettre un fruit alors qu'on est en France, il y a assez de produits. Il me dit qu'est-ce que tu vas me mettre demain? Tu vas me mettre de la papaye? Je me rappelle, il se foutait de ma gueule comme ça. J'avais trouvé ça amusant et ça m'avait fait comprendre que bah ouais putain mais il a raison quoi. Il a raison. L'importance de travailler les produits français. On n'a pas besoin d'aller chercher de la mangue à 20 000 bornes d'ici, même si c'est sur un territoire français. C'est ça. Voilà, quoi. L'empreinte carbone, etc. Voilà, on a assez de produits en France pour éviter d'aller chercher des choses comme ça. Après, ici, on est dans un palace, donc je suis obligé d'avoir de la mangue. J'ai pas le choix. Comme je suis obligé d'avoir des fraises en hiver, malheureusement. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que c'était quelque chose que, du coup, tu faisais plus du tout, d'utiliser des produits exotiques? Non, j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix. Aujourd'hui, je suis dans un palace. C'est pas toi qui... Le but, c'est pas de dire non au client et de lui faire penser qu'on a une éducation à lui donner. On n'est pas donneur de leçons. Voilà, on a fait nos choix. Et aujourd'hui, si un client veut ça, ben, il a ça. Excepté si vraiment on a un argument imparable pour lui dire, écoutez, malheureusement, on peut pas... on peut pas honorer votre demande. Cela dit, on peut vous proposer autre chose. Toujours un peu... Et malgré tout, c'est important en tant que pâtissier de comprendre tout ça. Enfin, toi, ça t'a marqué du coup de travailler avec Alain Ducasse qui t'a un peu dit ça se ressent, tous ces trucs. Bien sûr, bien sûr, ça m'a marqué parce que j'ai connu 3 chefs de cuisine où on a eu une approche de plus en plus radicale. Et aujourd'hui, bien évidemment, que ça fait partie de mon empreinte, entre autres d'ailleurs, mais mon empreinte des produits que j'affectionne, de comment on va penser, comment on va réfléchir, comment on va construire, comment on va créer un dessert. Mais je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'importance du choix du produit, parce que c'est ça finalement que les gens, en fait, pourquoi les gens vont choisir un dessert à la lecture d'une carte, ça va être fraise de et après ça va être en fonction de ce qu'on va y mettre avec. Pommes, fraises, peu importe. Il y a toujours un produit un peu phare qui va nous donner le déclic de se dire ok, moi je vais sur le dessert à la fraise parce que j'aime les fraises et que j'imagine qu'ici les fraises vont être assez extraordinaires. Donc voilà, et après je reste sur un code qui est classique finalement, 3 saveurs pas plus. Donc le produit phare. L'accompagnement qui va servir peut-être de liant, et là je pense au côté un peu gras. Quand je dis gras, c'est une bonne chose, hein. Donc le côté un peu crème, le côté un peu laitier, etc. Mais quand je dis gras, ça peut être du lait, un lait de brebis, etc. Lait de chèvre qui est à digeste. Et ensuite, ce que les cuisiniers appellent depuis la nuit des temps le condiment, chose qui est un petit vocabulaire qu'on a pioché chez eux et qu'on s'est un peu approprié aussi. Aujourd'hui, ce qu'on appelait une marmelade, aujourd'hui c'est un condiment parce que ça amène, parce que c'est le principe d'un condiment d'amener du relief dans un plat. Et j'aime pas les desserts très linéaires en fait. Je suis quelqu'un qui a besoin d'une évolution dans la dégustation d'un dessert. Donc même quand je construis un dessert physiquement, je vais pas mettre du condiment partout. Je vais en mettre par petites touches à certains endroits pour que là, lorsque la première bouchée, je vais la voir, le condiment, je tombe pas dessus, mais c'est d'abord la fraise qui va s'exprimer, accompagnée, prendre un exemple bête, mais du lait de brebis, voilà. Et on a ce côté très lié. Un des meilleurs desserts aux fraises, c'est quoi? Fraise crème meringue. Pour moi, il n'y a pas mieux. C'est ça qu'on aime manger avec les fraises, personnellement. Donc voilà, le fraise avec le côté laitier, acide ou pas, si on a été sur la fermentation de type yaourt, et ainsi de suite. Par exemple là on fait faire un kéfir de lait de brebis par une petite dame qui fait ça juste pour nous, et voilà, ça c'est génial. Je vais pas sourcer un kéfir industriel qui m'intéresse pas, qui n'aura pas la force de ce produit là par exemple, et le condiment qui va amener le relief. Et c'est un peu comme quand je prends l'exemple d'une focaccia. Et quand j'ai mes gars, des fois je les vois mettre l'huile d'olive.
Forcément. Ça, c'est normal. Et la fleur de sel. Et la fleur de sel, des fois, il va mettre partout. Ouais. Okay, maintenant, coupe un bout, mange. Vas-y, mange. Et le mec, il me dit, putain, ouais, c'est salé. Je dis, bah oui, c'est salé. Le but, c'est de tomber de temps en temps sur un cristaux de sel qui va t'amener ce sursalé là. Ouais. Et c'est ça qui va être agréable. Si toutes les bouchées vont être chose, salées, ouais. sursalées, bah, la personne, tu la perds. C'est trop salé, en fait, ça marche pas. D'où l'importance de l'équilibre de l'assaisonnement, de la justesse d'assaisonnement. Et c'est ça que je fais dans mes desserts, c'est-à-dire que première bouchée va pas être la même que la seconde et que la troisième. Alors, on peut pas faire 100 bouchées différentes dans un dessert parce que là, on va le film, mais voilà, il y aura une évolution. Toutes les bouchées ne seront pas forcément les mêmes. Elles vont se rejoindre à un moment donné, mais elles ne seront pas forcément les mêmes. Et ça c'est important dans la dégustation. C'est pour ça que souvent je dis à mes gars, j'aime pas les fingers. Parce que les fingers, tout est construit t'as en la étage. même chose, du coup, et finalement, je sais que toutes les bouchées vont être les mêmes. Donc la première jusqu'à la dernière. Donc la première, ok, je vais prendre un peu de plaisir. La deuxième, c'est la gourmandise. La dernière, c'est de l'ennui, quoi. Ouais. Mais c'est personnel. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, c'est très bien. J'allais te demander qu'est-ce qui était important dans un dessert. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que là, tu nous en dis, t'en as dit du coup déjà pas mal, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu vois, tu vois, quand tu penses dessert réussi? Dessert réussi, c'est un client content. Mais encore, alors, je pars du principe que et j'ai aucun problème à l'assumer. J'exerce pas ce métier où je vais pas créer un dessert pour essayer de plaire à tout le monde. Ouais. C'est pas du tout mon but. Je préfère me dire que je vais proposer ce qui me correspond oui ou non, je vais arriver à emmener une bonne partie, l'essentiel finalement de la clientèle avec moi pour les ravir. Il y en a d'autres qui vont pas adhérer et ça faut l'accepter. Parce que si on fait une pâtisserie, si demain je faisais une pâtisserie qui correspondrait à tout le monde, on aurait quelque chose d'assez linéaire au final, puisqu'on ne pourrait pas avoir ce relief là, parce que ce relief, il y en a qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont pas aimer. Donc on aurait quelque chose d'assez linéaire, d'où cette espèce de finger. Voilà. Donc déjà je pars de ce principe où je sais que je vais pas plaire à tout le monde, et ça je l'assume totalement. Ensuite, je pense que c'est important de garder la notion de plaisir, et un mot qui est un peu surutilisé, qui est la gourmandise dans les desserts, mais ouais, c'est de garder cette approche là de plaisir, cette notion de plaisir et de gourmandise. Et ensuite arrive une troisième notion qui est la surprise, le côté un peu surprenant, voire dans certains cas, mais je dis bien dans certains cas, qui peut être provoquant. Mais pour moi, le côté provoquant doit avoir ses limites. On peut provoquer, demain je peux provoquer avec un truc qui je peux parler de l'algue tout à l'heure, je trouve que c'est provoquant, mais on garde cette notion de plaisir et de gourmandise. Ce serait même intéressant que vous le goûtiez après pour avoir votre avis par exemple. Mais ouais, il faut pas perdre à l'esprit qu'un dessert, comme je disais tout à l'heure, c'est bon pour le moral. Donc déjà on en a envie, et on est d'autant plus déçu, je pense, lorsqu'on a voulu aller trop loin un peu dans la provocation. D'où je pense cet équilibre de relief, cet équilibre j'utilise beaucoup équilibre, je pense, assaisonnement, équilibre, justesse, mais ce sont des mots que je me suis appropriés et qui me correspondent. Ma justesse ne va pas être la justesse d'un autre chef, etc. Et ça faut l'assumer. Donc voilà, notion de plaisir, de gourmandise. On peut avoir cette patte provocante, pas sur l'intégralité des desserts, mais on peut avoir cette patte provocante, mais il faut qu'elle soit régulée. Voilà. Si demain je fais un dessert autour du foie gras, par exemple, je prends un produit un peu, voilà, je sais très bien, moi personnellement, que je n'arriverai pas à créer un dessert où je vais être dans le plaisir autour du foie gras. Il y a une époque, l'époque moléculaire un peu de la cuisine, où on partait dans tous les sens, et le but c'était de faire le plus provoquant du monde, et celui qui avait le plus de... Voilà. Celui qui était parti le plus en cacahuète, c'était lui qui avait... Voilà.
c'est une époque où je pense qu'on s'est perdu un peu, clairement. Et aujourd'hui, je pense qu'on s'est recentré sur les choses qui sont vraiment importantes et essentielles, en tout cas à mon goût, à mon image. Voilà, c'est ce qui est important, je pense. Cette notion de plaisir, de gourmandise, avec ces petites touches de provocation certaines fois, mais encore une fois, bien régulées. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie ? Ah bah, ça va rejoindre ce que je viens de dire, hein. C'est bon pour le moral, pas bon pour la santé. Ça, on va pas se l'enlever. Mais quand on a le moral, j'ai envie de dire, on a la santé. De temps en temps, oui. C'est pas mauvais pour la santé non plus. Parlant, c'est pas même manger des fruits, c'est du sucre. Donc, c'est ça, mais c'est pas mauvais pour la santé. On mange tellement de sucre aujourd'hui, il y en a tellement partout que finalement, Donc voilà, déjà il y a cette notion-là, mais voilà, moi je ne garde que cette notion de plaisir en tête. Donc voilà, c'est juste que je le sais. Voilà, c'est bon pour le moral, ça fait plaisir, ça fait du bien au moral. Et en fait, ce que j'aime provoquer avec un dessert, donc esthétiquement aujourd'hui aussi, déjà dans un premier temps. Faire transpirer en fait un peu d'un produit, faire transpirer en fait déjà cette gourmandise visuelle où aujourd'hui moi j'arrive à identifier, par exemple sur une tarte aux fraises, etc., j'arrive à identifier avec les yeux, ensuite arrive le nez, si oui ou non je vais avoir des bonnes fraises sur ma tarte, si oui ou non la pâte elle va être suffisamment torréfiée, suffisamment fine, donc déjà visuellement il y a déjà ce premier aspect là où on arrive à provoquer quelque chose, une envie, donc ça il faut pas le minimiser, contrairement à ce que je disais tout à l'heure avec Chiana Ducasse où on n'avait plus cette notion là, le but c'était d'aller un peu à la radicalité des choses. Mais c'est bien d'avoir été là-dedans parce que justement ça m'a permis d'arriver à réguler les choses à mon image. Et ouais, donc cette notion de plaisir visuel. Ensuite, l'odeur est ultra importante, même si aujourd'hui ils arrivent à faire croire aux gens avec des fraises bien rouges et une odeur machin qu'elles ont un goût extraordinaire. Alors qu'en plus, rien qu'à la couleur rouge en fait on le voit tout de suite, si c'est une couleur qui est un peu naturelle ou si je sais pas comment l'expliquer en fait. Je pense qu'on l'exemple des pauvres fraises de Plougastel. Excusez-moi, hein, mais elles sont vraiment dégueulasses, quoi. Je suis désolé, c'est pas bon les garillettes. C'est clairement une fraise qui pour moi n'est pas gourmande. Ouais. Une fraise acide pour moi, c'est pas une fraise gourmande. Je comprends pas l'intérêt d'une fraise acide. Donc voilà, ça c'est les premières notions importantes à mes yeux, c'est cette gourmandise visuelle. Ensuite, les odeurs. Ensuite, avant même de goûter, il y a Louis, on va couper. Et là déjà ça va énormément parler. Un côté feuilleté qui va crunchy un peu comme ça. Ça va être d'autant plus gourmand. Donc voilà, tous les sens en fait, tous les sens vont être importants et finalement primordial, déjà pour mettre en condition, se dire là je vais kiffer, je le sais, voilà. Et ensuite, après c'est le goût qui parle. Hein. Et ça vient en dernier, quoi. On a un autre aspect visuel où on va voir un peu l'équilibre des choses, l'épaisseur de la pâte, comment sont réparties les différentes couches. Alors, je prends l'exemple d'une tarte, mais voilà. Ouais. Parce qu'encore une fois, on a la cuisson de la pâte, ce côté un peu biscuité de la crème d'amande et un peu gras, la crème, s'il y en a, on n'est pas obligé d'en mettre, ce côté un peu fruit confit. Sans caramélisation, parce que c'est important de laisser la part belle au parfum du fruit. Et après, c'est les fruits qui parlent d'eux-mêmes. Mais ouais, c'est tous les sens en fait qui vont amener finalement à se conditionner, à prendre du plaisir. Et tout ça, mis bout à bout, alors ça peut paraître peu important, mais pour moi non, ça a une importance capitale en fait. On dit souvent on mange déjà avec les yeux. Oui, bien sûr qu'on mange déjà avec les yeux. Moi, si je vois une belle tarte tatin et... Oui, forcément, t'auras plus envie de la prendre, de la manger qu'une autre.
tu vois, visuellement, une tarte tatin classique, comme on peut faire au Georges aujourd'hui, donc vraiment casserole, beurre, sucre, pomme, pâte cuit dans la casserole directement, on finit au four. Voilà, ça c'est la vraie tarte tatin. Et pour moi, il n'y a pas meilleure tarte tatin que cette tarte tatin là. Et je reviens un peu en arrière où à l'époque on proposait des tartes tatin avec une espèce de je sais pas quoi là, je sais pas, on coupait les pommes en dés, on mettait des Granny Smith pour que ce soit un peu acide parce qu'on voulait être original. Après on faisait une espèce de truc de caramel gélifié là et on coulait ça là-dedans et c'est pas une tatin ça c'est encore un pâtissier qui a trop réfléchi quoi, clairement. Tu pourras pas faire meilleur qu'une tarte tatin, fais une tarte tatin quoi, arrête. Oui, des fois faut rester simple quoi. Enfin, faut arrêter de ça sert à rien vouloir tout compliquer. De mettre la technique pour montrer voilà moi regarde ce que la technique doit pour moi être au service du goût. Et si elle a aucun intérêt gustatif mais qu'on perd justement cet intérêt gustatif par la technique, bon c'est planté de direction clairement. Donc voilà, déjà tous les points de départ un peu, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, c'est assez si, enfin, moi je comprends en tout c'est un peu cérébral des fois mais voilà, il y a beaucoup de choses qui finalement sont importantes dans la création, la finition, l'esthétique et le côté gustatif d'un dessert. Et c'est pour ça que des fois, on peut mettre, on peut mettre 3, 4, 5 mois des fois à se dire on va valider ce dessert. Des fois la saison est passée malheureusement, donc on regardera pour l'année prochaine. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Pour terminer, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. D'accord, allons-y. Déjà, si toi t'étais une saveur, tu serais laquelle ? Je pense que je serais un agrume déjà. Ouais. Alors pas forcément un citron parce que c'est peut-être trop acide, mais est-ce que je peux être un agrume avec un filet d'huile d'olive ? De toute façon, c'est ce que j'étais en train de penser. Je me dis c'est obligé. Ça, c'est bien. Un agrume extraordinaire, parfumé, avec un petit coup de zeste, un filet d'huile d'olive, et voilà, on a l'acidité, le côté frais. On a une vinaigrette qui s'est faite déjà. Voilà, on a déjà quelque chose. Voilà, rien que ça, de l'huile d'olive et un agrume. J'ai rien fait. J'ai pris un produit fini qui est l'huile d'olive qui est fait par des gens extraordinaires, un agrume où la personne a mis beaucoup d'amour dedans. Terminé, je n'ai rien fait. Voilà. Tu les as assemblés. Je les ai mis ensemble, c'est tout. Mais j'ai rien inventé. La Lorraine en 3 saveurs, ça donne quoi ? Pâté lorrain. Pardon, je suis parti un peu sur le salé, mais ça c'est une odeur qui me reste. Le pâté lorrain qui sortait du four le matin, c'était assez extraordinaire. Et c'est encore quelque chose et des fois j'en fais à la maison, mais mais je suis le seul à vraiment kiffer ce truc. Faut être lorrain pour aimer. Ça ne parle qu'à moi. Donc pâté lorrain, quetch mirabelle, les prunes en général. Un truc que j'ai découvert et que finalement je me suis rendu compte que pas beaucoup de gens faisaient. Il y avait un gâteau qu'on faisait, que je suis en apprentissage. Que j'aimerais bien retravailler aujourd'hui, que j'ai déjà essayé plusieurs fois, qui s'appelle le nid d'abeille. Ok, oui. Vous connaissez ? Non. Non. Enfin, ça me dit quelque chose, mais. Ouais, alors je vais le décrire tel que j'ai appris à le faire en apprentissage. Alors, m'en voulez pas si c'est pas ça à la base, mais c'est ma base en tout cas. C'est de la pâte à brioche, où on va mouler un moule à génoise comme ça. On va y mettre de la crème pâtissière. On va refermer, pareil avec une abaisse de brioche. On va mettre en pousse. Et lorsque la pâte à brioche va être poussée, on va justement venir mettre des coups de ciseaux dans la pâte pour pas qu'elle bulle à la cuisson, tout simplement. Et dessus, en fait, on va mettre une espèce d'appareil à base de miel, un peu de crème, de beurre, de sucre, de vanille et d'amandes effilées. Ok. Et on va mettre ça dessus. C'est très gourmand. On va mettre ça dessus, puis on va enfourner tout de suite. Et ouais, ça c'est vachement bon quand même. Pardon, mais ça c'est je connais pas du tout. C'est assez extraordinaire. Et c'est très simple au final. C'est une pâte briochée avec de la crème pâtissière et il y a ce côté très gourmand sur le topping, si on peut l'appeler comme ça, un peu autour du miel, de l'amande caramélisée. Ça caramélise au four. J'ai ce souvenir là où ça c'est un gâteau le pâté lorrain, ça c'est le nid d'abeille et la mirabelle et la quetch et les prunes bien évidemment. C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée ? Découverte ou redécouverte ? Alan Todon qui faisait une sauce autour du ralapigno. Voilà, c'est un petit piment vert assez puissant mais très frais.
où quand j'ai goûté cette sauce là, je me suis dit putain c'est intéressant, et pourtant la sauce elle a rien de, dans sa construction elle a rien d'extraordinaire, mais par contre elle apporte beaucoup au plat. Et après je trouve voilà, il y a ce côté vert du poivron entre guillemets. Je suis pas du tout poivron dans les desserts, hein, c'est pas mon délire, hein. Poivron framboise ça m'excite pas du tout. Framboise huile d'olive beaucoup plus. De toute façon l'huile d'olive avec n'importe quoi mais... Exactement, il y en a même sur le citron. Le ralapigno, parce que lorsque j'ai goûté cette sauce, ça m'a permis en fait, avec Marvin Brandao qui était mon adjoint lorsque je suis arrivé ici, qui aujourd'hui a ouvert sa boutique à Lyon, qui avait eu la démarche de se dire chef, j'aimerais bien, pourquoi pas mettre ça y est, ça vient, il y en a d'autres qui arrivent. J'aimerais bien mettre du ralapigno dans la bûche, tout ça. Je dis écoute, vas-y go. Donc il le traite de différentes façons, etc. Jusqu'à ce que en fait, on le fasse juste infuser, parce que le but c'était juste d'amener cette chaleur, mais régulée, parce que si on met le ralapigno entier avec tous les pépins dedans, c'est immangeable, hein. Le truc c'est... J'aime bien quand c'est un peu relevé, mais quand même, là on est sur une bûche, donc voilà. Donc c'est juste amener cette chaleur un peu avec le chocolat qui marche bien. Et voilà pourquoi on était parti sur le ralapigno, et en fait derrière, au-delà de la bûche, au printemps, on avait créé idem un dessert pour l'orangerie autour de la fraise et du ralapigno, donc du piment, où on avait pareil ce côté un peu chaleur qui marchait bien. Donc j'ai envie de dire le petit ralapigno là, où je me souviens que j'ai dit putain, il faut faire des trucs avec ça, c'est génial. Donc le petit ralapigno, merci Alan. Et à côté de ça, ça m'amène sur le Güell, qui a aussi fait partie de la bûche à l'époque. Où pareil, j'ai découvert ici d'ailleurs un ralapigno, enfin je l'ai redécouvert ici, le Güell idem. Le Güell, pour ceux qui savent pas, c'est une fermentation de lait de pie noir, les pis noirs qui ont été en Bretagne remises dans les champs, parce qu'elle n'est pas forcément très rentable en termes de, c'est pas la plus avec le rendement le plus haut, on va dire. Mais c'est un produit assez unique, simple, qui est fait par une seule personne, voilà. Par exemple, si je dois en citer deux qui me viennent en tête là. C'est quoi ton péché mignon? Ma femme s'est fait offrir un jour un coffret de bonbons de chocolat. C'est pour donner un exemple, parce que justement c'est pour ça que je m'achète pas, parce que je bouffe. Il y avait 1,2 kg de chocolat de pralinés. C'était les pralinés de la mère de famille, qui sont très très bons d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vais passer le message à la personne qui l'a offert, peut dire que l'année prochaine, je vais même me coffrer, pas le coffret que j'ai eu cette année, parce que j'ai pas aimé cette année. Et en 3 jours, je l'ai dégonné, quoi. Les pralinés, ça, c'est rien du tout. 1,2 kg de chocolat en 3 ou 4 jours, et c'est ça le problème. Ça, c'est dès qu'on me met des bonbons de chocolat qui sont garnis de pralinés. En fait, j'ai la boîte devant moi et je fais ça en fait. Et je les enchaîne. J'ai cette boulimie de qualité, les bonbons de chocolat. Oui. Je parle pas des trucs industriels là qui. Oui, non, c'est clair. Mais vraiment, c'est les petits bonbons de chocolat, c'est mon truc. Où j'en fais des indigestions. Si on doit pas sur sucré. Des fois, je mets période de pot de glace aussi. Ouais. Je vais pas citer de marque. Mais on va rester sur les bonbons de chocolat de la mère de famille. Leurs pralinés sont juste... voilà, pour moi, c'est une addiction, quoi. Ouais. Ils sont dangereux, ces gens-là. Je suis des gens. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à 4 mains, qui aurait des saveurs un peu inattendues? Moi, je suis ouvert à tout. Il peut y en avoir plusieurs, mais je sais pas, un truc où ce serait symbolique pour toi. D'un côté, il peut y avoir Voxion pour son côté très cuisinier, voilà, qui me parle, où le mec est... alors je connais Sébastien depuis très longtemps, parce qu'on s'est connus, je crois, aux Olympiades quand il était chez Hermé à l'époque. Après, il y a le fun aussi, hein, on peut citer les Nicolas Lambert, les Tom Cole, qui étaient mon sous-chef au Shangri-La, qui sont à Dubaï. Moi, j'ai pas de nom précis qui me viennent en tête, mais moi, je suis ouvert à toute proposition. Hein. Ceux qui ont envie de s'amuser, et qui ont envie qu'on s'amuse à deux, pas de problème, allons-y. 2, 3, 4.
Bon, on va citer Vauxion qui est peut-être axé vraiment sur le dessert, qui a une approche un peu différente. Donc peut-être que Ouais. voilà, peut-être que j'aurai cette démarche-là pour me bousculer un peu. Par exemple. Je te le souhaite. 5 dernières questions maintenant. Plutôt vanille ou chocolat? Je trouve que les deux vont bien ensemble. Une glace vanille avec une sauce chocolat, c'est quand même terrible. Je vais dire chocolat. Le chocolat. Herbe ou épices? Bah, c'est toujours pareil, c'est compliqué comme question parce que. Mais c'est des choix. Bah ouais, mais les épices, tout dépend de la qualité des épices, c'est toujours pareil. Non, mais que des top qualité. Top évidemment. qualité. Les épices en hiver, les herbes printemps-été. Laquelle? Si tu devais avoir genre une épice pour l'hiver et une herbe pour l'été. Allez, cardamome noir. Merci Christophe. Cardamome noir pour les épices, parce que j'aime beaucoup ce côté camphré et fumé de la cardamome noire. Il y a plusieurs, je parle d'excellente qualité. Et saveurs du Cachemire, si je peux les citer, voilà. C'est extraordinaire ce qu'il fait comme travail. La tagette, l'estragon, le basilic, le laurier. Le laurier? Avec quoi particulièrement? J'ai un souvenir sur le laurier en fait, et depuis, alors moi j'aime bien foutre des feuilles de laurier quand je fais des patates rôties, certes. Mais en fait, un jour avec Guillaume Cabrol, qui est notre chef boulanger, on avait fait pour s'amuser en fait, on avait fait une espèce de fougasse feuilletée au lard colonnata, part bien déjà. Donc une fougasse feuilletée au lard colonnata et donc sortie du four beurre d'ail. Et on mettait, en fait, on faisait une poudre de laurier, donc laurier frais en bouquet, qu'on mettait dans les tubes 24 heures, et le lendemain on en faisait une poudre. Et on mettait ça sur cette fougasse. C'était, c'est calorique de ouf, mais alors qu'est-ce que c'était bon. C'est encore une fois, c'est toutes ces odeurs. Ouais. Je pense qu'il y en a tellement qui me viennent pas là tout de suite en tête. Je parle d'estragon parce que l'autre jour j'ai une gamine verveine aussi, on peut parler de la verveine qui est assez extraordinaire quand même. L'autre jour elle pensait infuser de la verveine. En fait j'ai lancé tous mes stagiaires sur un tea time qui ferait ensemble, qui m'ont proposé hier justement, ils m'ont présenté hier. Fait un travail assez extraordinaire. Donc c'était vraiment pour qu'ils s'amusent. En fait la gamine avait fait jouer une casserole avec une infusion et je passe à côté et puis forcément je sens l'estragon parce que c'est assez puissant en odeur. Je mets le nez dessus et je dis tiens, c'est à qui l'infusion d'estragon là, faites gaffe parce que je dis attention, vous avez de l'évaporation d'eau si vous filmez pas, etc. Parce que dans la crème, si vous la déstabilisez trop, ça devient trop gras. Et après on a des surprises au moment où on l'utilise. Et je dis tiens, qui c'est pourquoi l'infusion d'estragon là? Et en fait la gamine elle vient, elle me dit c'est pas l'estragon, c'est de la verveine. Je dis non, mets le nez dessus, c'est l'estragon. Et là je la vois devenir toute rouge. et voilà, c'était assez marrant parce que tu vois, même avec l'odeur, physiquement la feuille, elle a réussi à confondre. En fait, quand t'es persuadé que, quand t'as une idée en tête et que t'es sûr de toi, tu fonces dans le truc. Hein, et voilà pourquoi je pense à l'estragon, voilà pourquoi je pense à la verveine. Après, il y a le thym, il y a la menthe, c'est assez extraordinaire, avec toutes les variétés qu'il y a. C'est difficile de choisir. J'aime pas choisir, moi. J'aime pas me résilier à un choix. J'aime bien avoir la palette. C'est un peu comme quand je fais du shopping. Il faut que je vois l'ensemble des magasins avant de commencer à acheter. Et je me dis voilà, j'ai vu tout. Maintenant, je peux faire mon choix. Là, c'est un peu pareil. Faut être avec des gens patients, quoi. Hein? Du coup, quand on est comme ça, faut être avec des gens patients, quoi. Parce que ça ma femme adore faire du shopping avec moi. C'est difficile j'aime pas faire des choix comme ça. Il y en a plus beaucoup des choix à faire. Il y en a 3 encore. Ouais. Créer des bûches ou créer des pour Pâques? Une création pour Pâques. C'est quoi ton moment préféré dans l'année? Les 2 exercices me plaisent. Après, c'est sûr que si je dois choisir un moment qui va être peut-être plus plus sympa entre guillemets pour nous, je prendrais Pâques parce que la période de Noël est chargée parce que si avec la bûche franchement ce serait formidable mais il n'y a pas que la bûche donc je vais choisir Pâques. Il n'y a pas cette contrainte de faire un gâteau, etc. Voilà. Ouais. On est sur du chocolat voilà, avec une garniture gourmande et ça rejoint un peu les bonbons de chocolat que je parlais tout à l'heure. Donc allez, Pâques. Tea time ou dessert assiette?
Alors il y a quelques années en arrière, j'aurais dit dessert assiette. Parce que je trouve que le champ des possibilités est plus large. Mais finalement, je me rends compte. Mais tout dépend du dessert assiette. Un dessert assiette 3 étoiles ou un dessert assiette. Voilà, c'est toujours pareil, quoi. Ou je vais dire tea time parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce vers quoi je pense finalement quand j'ai envie de manger. Donc, alors oui, le clafoutis, on le met dans quel truc, par exemple, ce type de dessert-là? Dessert assiette ou tea time? Moi, je dirais plutôt tea time a priori, mais je sais pas. Tea time, alors. Voilà, tea time. Et enfin, ton dessert au miel ou celui à l'algue? Je vais dire celui à l'algue parce que même si le dessert au miel, je trouve que c'est un très très beau dessert. Je préfère, je pense que je préfère l'approche que j'ai eue sur le dessert aux algues pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai pas besoin de moule en silicone. Déjà ça m'enlève. Non mais voilà, enfin c'est. En fait, j'aime, et c'est un peu ce que j'ai dit à mes gars cette année pour Noël, justement, où j'ai dit, au-delà du fait qu'on va, avoir un moule bien spécifique, précis pour la bûche, sur les 2 dernières années, on a moulé, on a démoulé. Et on a fini avec un glaçage, un truc comme ça. Et je leur ai dit, cette année, ça va pas être aussi simple. J'ai envie qu'on intervienne avec une technique pâtissière. Où c'est nous finalement qui allons faire vivre l'objet. Donc finalement on a le moule de base et ensuite c'est nous avec notre intervention sur les finitions qui vont donner vie à ça. Et c'est vraiment l'approche que je voulais avoir sur Noël. Et donc je vais partir plutôt sur citron algue parce qu'il m'a accompagné je pense à 2 reprises sur des desserts signatures. Donc clairement je pense que le choix est vite fait. Et surtout j'ai pas ce côté moulage. C'est un peu ennuyant. Mouler je trouve. Citron algue, vous allez le goûter après s'ils sont prêts, j'espère qu'ils sont prêts parce que je les ai pas prévenus, mais voilà, on fait des petites coques de meringue avec, où on gonfle à peine des petits ballons, on fait des petites coques de meringue et après c'est vraiment un dressage où chaque étape a son importance. Donc je vais dire le citron algue. Je vais arrêter de parler parce que je parle trop, mais merci beaucoup. Avec plaisir. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc soit une saveur à tester, quelque chose à refaire, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu pourrais nous lancer? Alors je sais pas si elle le fait, mais je vous invite tous à aller à la ferme de Séverine Bourgeot et d'aller goûter ce que c'est des vraies bonnes fraises. Et lorsque vous aurez goûté, j'aimerais bien avoir le retour juste pour voir. Parce que comme je disais il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit j'aime pas les fraises. Ouais. Attends, bouge pas, j'arrive. et encore une fois, je n'ai rien fait sur le produit. Je donne la fraise, il goûte et là il me dit ah ouais mais c'est quoi ce truc quoi. C'est assez impressionnant. Voilà. Donc allez goûter les fraises de Séverine Bourgeot. Voilà, un plaisir simple qui coûte rien. Et faites des vrais tartatins. Voilà. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu peux dire pour clore cet épisode? Que la pâtisserie c'est un métier assez extraordinaire qui offre énormément qui est très enrichissante en termes d'expérience, qu'elle soit humaine ou gustative. Faites-vous plaisir, faites des gâteaux, mais faites des gâteaux simples à la maison, ça sert à rien de s'embêter. Restons sur les plaisirs simples, vraiment. C'est un métier, quand on y met de la bonne volonté, elle nous le rend. Voilà, le métier nous le rend. Voilà, mangez des gâteaux, c'est bon les gâteaux. Merci beaucoup, merci Avec pour plaisir. ton temps et merci pour l'accueil. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Marion Goetelet et Jade Genin de Bondir. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!